Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir deux autres classes dans l'embranchement des mollusques. C'est la classe des lamellibranches et la classe des gastéropodes. Et une troisième classe dans un autre embranchement, c'est l'embranchement des lophophoriens. Voilà, donc il s'agit de la classe des brachiopodes. Donc la dernière fois, on a vu la classe des céphalopodes. Aujourd'hui, on va voir les deux autres, les lamellibranches et les gastéropodes. Donc sur l'illustration, vous voyez un petit peu quelques mollusques. Donc là, c'est un céphalopode, un lamellibranche, et ces deux, ce sont des gastéropodes. Donc la classe des lamellibranches. Les caractères généraux, donc les lamellibranches sont des mollusques aquatiques, milieu aquatique, adaptés aux eaux salées, douces ou saumâtres. Ils sont caractérisés par un corps sans tête différenciée. On dit qu'ils sont acéphales. Et si vous vous rappelez, c'est un point de différence avec les céphalopodes. La dernière fois, on a dit que les céphalopodes, ils ont une tête bien développée, alors que les lamellibranches, ils n'ont pas de tête différenciée. Ils sont acéphales. Ils ont une coquille calcaire formée de deux valves. La coquille, elle est formée de deux valves, d'où le nom bivalve. Ils ont une symétrie bilatérale. Le plan de symétrie coïncide avec le plan de séparation des deux valves. Donc, le plan de symétrie, il passe entre les deux valves. Ainsi, nous pouvons distinguer une valve droite et une valve gauche. L'absence de tentacules et des yeux, ils n'ont pas de tentacules, ils n'ont pas de yeux. C'est un point de différence avec les céphalopodes. Et ils ont des branchies lamellaires, d'où le nom lamellibranche. Voilà, des branchies lamellaires, d'où le nom lamellibranche. Ok? Lorsque je dis lamellibranche, automatiquement ce sont des bivalves. Pour la coquille, on a dit qu'il s'agit d'une coquille calcaire, généralement calcaire. Elle est sécrétée par le manteau. Elle est formée de deux valves, gauche et droite, et il enferme complètement les parties molles de l'animal. C'est-à-dire la partie molle de l'animal, elle est protégée par ces deux valves ou bien cette coquille. Et le plan de symétrie, on vient de le dire, bilatéral, il s'agit d'une symétrie bilatérale. Le plan, il passe entre les deux valves, qui sont donc semblables. Si le plan de symétrie, il passe entre les deux valves, c'est que ces deux valves, elles sont identiques. On parle d'une coquille équivalve. Les deux valves, elles sont identiques. Cependant, il arrive que cette symétrie s'estompe au cours de la croissance et que les deux valves deviennent différentes. Parfois, au cours de la croissance, une valve, elle s'accroît plus vite que l'autre. Et le résultat, bien sûr, on aura une coquille avec deux valves qui ne sont pas identiques. Et dans ce cas, on parle d'une coquille éniquivalve. Généralement, on a dit généralement la coquille des lamellibranches, elle est équivalve. Mais dans certains cas, on peut trouver des coquilles des lamellibranches qui sont éniquivalves. Et ça arrive, on a dit, au cours de la croissance de la coquille. Les deux valves, elles sont réunies par une charnière localisée sous le crochet.
la partie où les deux valves elles se réunissent, on l'appelle la charnière. La charnière. Et cette charnière, elle est localisée sous le crochet. On va le voir dans l'illustration. Et celle-ci, c'est-à-dire la charnière, est constituée par un système de dents en relief et de fossettes en creux. Et bien sûr, un ligament élastique qui sert à l'ouverture des deux valves. Et les muscles adducteurs, ils assurent la fermeture de la coquille. Mais ce qui est important, c'est que la morphologie de la charnière, la forme de la charnière, elle est très utile pour classer les bivalves fossiles. Donc, pour classer les bivalves, on se base, parmi les critères sur lesquels on se base, c'est la forme de la charnière. Okay? C'est comme ce qu'on a vu pour les céphalopodes. On a dit pour les céphalopodes, la ligne de suture. La ligne de suture, elle est très importante pour la classification des céphalopodes. Voilà. Donc, là, c'est une coquille d'un lamellibranche. Vous voyez là, les deux valves, elles se réunissent au niveau de cette zone. Donc, cette zone, elle s'appelle la charnière. La charnière. OK? Et vous voyez là, la charnière, on a dit, elle est constituée d'un système de dents, voilà, des dents qui sont en relief. Voilà, donc ça c'est une dent, là c'est une dent, ici c'est une dent, ici, 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 ici. Donc les reliefs, ce sont des dents. Et les fossettes c'est les creux. Voilà, une fossette, une fossette, une fossette, une fossette. Donc les creux, ce sont des fossettes. Les reliefs, ce sont des dents. Et vous voyez là, au cours de la vie de l'animal, bien sûr, on a ici un système de muscles adducteurs. Et ces muscles, ils servent pour la fermeture de la coquille. Voilà, donc on a dit que la coquille d'un lamellibranche, elle est formée de deux valves, voilà, droite et gauche. Et ces deux valves, elles se réunissent au niveau de la charnière, voilà, ici c'est la charnière, ici c'est l'agrandissement de la charnière avec les dents et les fossettes. Et la charnière, elle est localisée sous le crochet. Sous le crochet, ça c'est le crochet, voilà. Donc chaque valve, il a son crochet. Le crochet, c'est quoi? C'est la partie la plus pointue de la valve. La partie la plus pointue de la valve. Ok? Et on a dit la coquille, il a une symétrie bilatérale. Et le plan de symétrie, il passe entre les deux valves. Ou bien il est parallèle au plan d'ouverture des deux valves. Très bien. Maintenant, on va détailler un petit peu, c'est-à-dire la morphologie de la coquille. La morphologie externe, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'extérieur de la coquille. La coquille d'un lamellibranche peut être équivalve, les deux valves sont semblables, ça on l'a vu, comme dans ce cas. Mais il arrive parfois que ces deux valves sont différentes, comme dans ce cas. On a dit, ça peut arriver au cours de la croissance de la coquille. Et dans ce cas, ils ne sont pas identiques, les deux valves ne sont pas identiques, donc on parle d'une coquille inéquivalve, et là, on parle d'une coquille équivalve. Comment elle s'accroît la coquille? La coquille, elle s'accroît par dépôt successif sur son bord de nouvelles lames calcaires. Vous voyez là, à chaque fois sur le bord, il s'ajoute des lames calcaires. À chaque fois, il s'ajoute des lames calcaires. C'est comme ça que la coquille s'accroît.
Et ainsi se forment des stries concentriques. Vous voyez là? Ce que vous voyez là par le contraste de couleur, ce sont des stries concentriques. Je dis concentriques autour du crochet. C'est comme si elles tournent autour du crochet. Et comment je peux avoir ces stries? C'est tout simplement, c'est par la croissance, ou bien c'est par le dépôt successif à chaque fois de nouvelles lames calcaires. La partie initiale de chaque valve qui en devient le sommet, c'est le crochet. Voilà. On a dit le crochet, c'est la partie la plus pointue de la valve. Et bien sûr, chaque valve est là son crochet. Le crochet est normalement droit. Donc voilà. Comme dans ce cas. Mais plus souvent, elle est tournée vers l'avant. On va voir les exemples après. L'ornementation, on a dit, c'est ce qu'on voit sur la face externe de la coquille. L'ornementation, donc on a dit qu'on peut voir les stries de croissance, et l'ornementation, c'est-à-dire la décoration externe de la coquille. Et cette ornementation, elle peut être également sous forme de stries, de côtes radiales. On a vu déjà chez les céphalopodes les côtes, on a dit c'est comme des petits reliefs. Ou sous forme de tubercules. Tubercules, on l'a vu aussi, c'est sous forme de boutons. Donc regardez ici. Voilà, dans ce cas par exemple, l'ornementation, elle est sous forme d'épines, les épines. Et dans ce cas, là, ce sont des côtes radiales. Mais si je vous demande comment on peut faire la différence entre ce qui est ornementation, ou bien décoration de la coquille, et stries de croissance, les stries de croissance. Comment on peut faire la différence entre les stries de croissance et l'ornementation? Tout simplement, on a dit pour les stries de croissance, toujours elles sont concentriques autour du crochet. Vous voyez là, comme dans ce cas. Là, ce sont des stries de croissance. Elles sont concentriques. Par contre ici, là, ce sont des côtes d'ornementation. Pourquoi? Ils ne sont pas concentriques. Est-ce que je peux voir les stries de croissance ici? Oui, je peux les voir aussi. Voilà, c'est un petit peu cette alternance de couleurs qui est concentrique. Ce sont des stries qui sont concentriques, ce sont des stries de croissance. Donc, pour faire la différence entre ce qui est stries de croissance et décoration, toujours les stries de croissance, ils sont concentriques autour du crochet. Comme dans ce cas, ce sont des stries de croissance. Dans ce cas, cette alternance de couleurs, là aussi, ce sont des stries de croissance. Par contre, ces lignes-là de couleurs, c'est l'ornementation. C'est l'ornementation. Maintenant, la morphologie interne. Qu'est-ce que je vois sur la face interne de la coquille? Donc, on a dit pour la face externe, je peux voir les stries de croissance, je peux voir l'ornementation. Mais sur la face interne, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir l'empreinte des muscles adducteurs. Donc voilà, elle est généralement visible sur la face interne de la coquille. L'empreinte ou bien la trace des muscles adducteurs. On a vu les muscles adducteurs, on a dit au cours de la vie de l'animal ou bien de l'organisme, ces muscles ils servent à la fermeture de la coquille. Mais après la mort de l'organisme, ces muscles ils laissent des traces sur la face interne de la coquille.
Je peux voir aussi sur la face interne la bordure du manteau qui définit une ligne palliale, c'est-à-dire la trace du corps de l'animal, sur la coquille. C'est ce qu'on appelle la ligne palliale, Ok? Et cette ligne palliale, elle peut être continue ou bien échancrée dans la partie postérieure, c'est-à-dire la partie vers l'arrière, par un sinus correspondant à l'intersection du muscle rétracteur du siphon. Voilà, sur l'illustration. Donc, sur la face interne, j'ai dit, de la coquille, qu'est-ce que je peux voir? Je vois les traces de muscles adducteurs. Voilà, généralement 2 traces. Généralement, j'ai dit. Mais je peux trouver aussi juste une trace. Ça dépend de la coquille. Donc, les traces de muscles adducteurs et la trace du corps. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la ligne palliale. Et cette ligne palliale, elle peut être continue comme ça. Mais, dans certains cas, cette ligne palliale, elle peut présenter un sinus, comme dans ce cas. Un sinus. Et si cette ligne palliale elle présente un sinus, généralement ce sinus il est du côté postérieur, vers le côté postérieur. Sur la face externe, on a dit, je vois les stries de croissance. Pourquoi ici je parle des stries de croissance? Elles sont concentriques. Et je peux voir aussi l'ornementation, l'ornementation, c'est-à-dire la décoration. Maintenant, comment orienter une coquille ou bien une valve dans la millibranche? Comment je peux orienter? Savoir, elle est où l'antérieur, le postérieur, le côté ventral, dorsal. Donc, pour orienter une coquille dans la millibranche, on a des critères sur lesquels on se base. Et ces critères, parmi ces critères, il y a des critères qui sont toujours vrais. Et il y a d'autres critères qui sont souvent vrais. Ils sont souvent, c'est-à-dire dans la plupart des cas, mais ce n'est pas toujours. Le premier critère qui est toujours vrai pour orienter la coquille, c'est que le crochet indique toujours le côté dorsal. Le côté sur lequel se trouve le crochet, c'est le côté dorsal. Et automatiquement, le bord opposé, ça doit être le côté ventral. Et le deuxième critère qui est toujours vrai, lorsqu'il est présent, le sinus pallial, il est toujours postérieur. Donc on vient de le voir. On a dit la ligne palliale, elle peut être continue, dans ce cas il n'y a pas de sinus, mais dans certains cas, elle peut présenter un sinus. Et si ce sinus, il existe, toujours il est dans le côté postérieur. Ok? Très bien. Voilà. Le côté sur lequel se trouve le crochet, voilà, c'est le côté dorsal. Donc le côté en haut, c'est le côté dorsal. Voilà, la même chose ici. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est le côté où se trouve le crochet. Et le côté opposé, ça doit être ventral. Dans ce cas, ici, le côté ventral. Côté ventral, côté dorsal. Comment j'ai pu savoir ça? À l'aide du crochet. Et le deuxième critère qui est toujours vrai, on a dit, c'est le sinus. Dans ce cas, il y a le sinus. Le sinus, il existe, il est toujours vers le côté postérieur. Donc là, c'est le côté postérieur vers la droite, et la gauche, c'est le côté antérieur, c'est-à-dire c'est l'avant. Là, c'est l'avant, là, c'est l'arrière. Ok? Ça, c'est pour les critères qui sont toujours vrais. Les critères qui sont souvent vrais, dans la plupart des cas, mais pas toujours. Donc, dans la majorité des cas, le crochet est tourné vers l'avant. Dans la plupart des cas, le crochet il est tourné vers l'avant. On a dit tout à l'heure que le crochet, normalement, il est droit, mais dans la plupart des cas, il est tourné vers l'avant. Il existe cependant quelques exceptions.
à connaître, par exemple, chez les huîtres, bien Trigonia, qu'on va voir, où le crochet il est tourné vers l'arrière. Bien sûr, il y a des cas exceptionnels. La majorité des cas, le crochet il est tourné vers l'avant, mais il y a des cas exceptionnels, c'est comme les huîtres et Trigonia. Le deuxième critère qui est souvent vrai, le côté antérieur il est souvent plus court que le côté postérieur. Voilà. Dans ce cas, le crochet, il est tourné ou bien il est droit? Bien sûr, ici, il est tourné. Il est tourné vers où? Il est tourné vers la gauche. Donc, la gauche, normalement, c'est l'antérieur. S'il est tourné, souvent, il est tourné vers l'avant, vers l'antérieur. Et c'est confirmé par le sinus. Parce que ici, sur le sinus, on a de la chance, on a le sinus. Si on a le sinus, c'est bon. Donc, on peut savoir directement le postérieur et l'antérieur. Mais si on n'a pas de sinus, on se base sur le crochet qui est, dans la majorité des cas, tourné vers l'antérieur, comme dans ce cas. Il est tourné vers l'antérieur, vers l'avant. Et regardez ici. Comment on a aussi le deuxième critère qui est souvent vrai, on a dit c'est que le côté avant, le côté antérieur, le côté antérieur, il est souvent plus court que le côté postérieur. Il est plus petit que le côté postérieur. Comment je peux faire ça? Tout simplement, je trace une droite verticale au niveau du crochet de la coquille, comme ça, et je compare entre les deux parties. Donc la partie la plus courte, c'est l'avant, et la partie la plus grande, c'est le postérieur. Très bien. Ça, c'est pour les lamellibranches. Maintenant, la classe des gastéropodes. Et sur l'image, bien sûr, vous voyez différentes coquilles de gastéropodes. Les caractères généraux. La classe des gastéropodes est la plus grande et la plus diverse de l'embranchement des mollusques. Donc, vous voyez là, c'est la classe qui compte beaucoup plus c'est-à-dire d'espèces que les autres classes des mollusques. Il existe en effet 75 000 espèces et plus de 15 000 formes fossiles. Elles occupent les environnements marins. On peut les trouver dans des milieux marins, d'eau douce et même terrestres. On peut trouver des gastéropodes terrestres. L'exemple, c'est l'escargot. L'escargot, c'est un gastéropode terrestre. Maintenant, en mer, c'est-à-dire dans le milieu marin, la plupart, elles sont épibenthiques. Épibenthique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, elles rampent sur le fond. Elles se déplacent sur le fond marin. Mais quelques formes sont capables de nager. Donc, on peut trouver des gastéropodes qui peuvent nager, qui ont la capacité de nager. Et bien sûr, ils possèdent des coquilles très variables. Donc, la coquille des gastéropodes, on peut trouver différentes formes de coquilles. Par exemple, la forme hélicoïdale, ou bien sous forme d'un hélice, une forme spiralée, planéspiralée, c'est comme la forme de ce qu'on a vu chez les ammonites. C'est une forme spiralée mais sur un plan. Ce forme de chapeau, c'est ce qu'on appelle le chapeau chinois, chez par exemple les patelles. Voilà. La coquille des gastéropodes, elle est univalve. Lorsque je dis elle est univalve, c'est un point de différence avec les lamellibranches. Les lamellibranches, ils ont une coquille bivalve, deux valves. Mais ici, on a une coquille univalve. Et c'est un point commun avec les céphalopodes. Parce que les céphalopodes, on a dit la dernière fois que
La coquille, ils ont une coquille univalve, formée d'une seule valve. Non cloisonnée à l'intérieur. Non cloisonnée à l'intérieur. Donc, c'est un point de différence avec les céphalopodes. La dernière fois, on a vu chez les céphalopodes, la coquille, elle est cloisonnée à l'intérieur par des cloisons, par des septes. Et ces septes, elles délimitent des loges. Par contre, chez les gastéropodes, la coquille, elle est non cloisonnée à l'intérieur. Donc, il s'agit d'une seule chambre. En forme de cône creux, plus ou moins allongé et le plus souvent enroulé en spirale. Elle est généralement composée d'aragonite. Donc, la coquille est enroulée de façon hélicoïdale. De façon hélicoïdale, c'est comme ça. Voilà, c'est comme dans ce cas. Forme hélicoïdale. Autour d'un axe, donc elle est enroulée autour d'un axe passant par l'apex. L'apex, c'est le sommet pointu, de la coquille. Elle est fermée à son apex et elle est ouverte sur l'aperture ou bien sur la partie basale. Donc, je dois vous montrer, voilà. Donc ici, on a une coquille hélicoïdale. Elle est enroulée autour d'un axe vertical comme ça. Autour d'un axe. Et là, c'est l'apex, c'est la partie la plus pointue de la coquille. Donc la coquille, elle est fermée vers l'apex et elle est ouverte vers la partie basale. Le sommet de l'hélice est nommé l'apex, voilà. La base de l'hélice correspond à l'ouverture de la coquille, c'est l'ouverture de la coquille. Et donc le bord, il est appelé péristome, comme chez les céphalopodes, le bord ou bien de l'ouverture de la coquille, il s'appelle le péristome. L'ensemble des tours, sauf le dernier, est appelé le spire. Et la limite entre les deux tours adjacents est appelée suture spirale. Voilà. Donc, l'ensemble de tours, donc, il s'agit ici d'un ensemble de tours autour de cet axe. L'ensemble de tours, sauf le dernier tour, sauf ce dernier, il s'appelle le spire. L'ensemble de tours depuis l'apex jusqu'à ici, sauf le dernier n'est pas inclus, il est appelé spire, le spire. Et la ligne entre deux tours adjacents, là c'est un tour, et là c'est un deuxième tour, et entre les deux, on l'appelle la ligne de suture. La ligne de suture. Ce n'est pas comme la ligne de suture chez les céphalopodes. Ici, la ligne de suture, ça signifie la ligne entre deux tours adjacents. Ok? La majorité des gastéropodes sont conospiralés, troncospiralés. Donc, on va voir ces formes. Maintenant, les critères d'orientation de la coquille. Comment je peux orienter la coquille d'un gastéropode? Le sommet de l'hélice correspond à l'apex. Voilà, ça c'est l'apex. Le sommet le plus pointu de la coquille, c'est l'apex. Voilà. L'ouverture de la coquille correspond à la partie basale. Donc, la partie basale, donc l'ouverture, le côté vers l'ouverture, c'est la partie basale. Voilà. Ou bien la partie orale. C'est la partie basale et c'est la partie orale, vers l'ouverture, la partie orale. Sur une coquille de gastéropode, il n'y a ni côté droit, ni côté gauche, ni côté ventral, ni côté dorsal, sauf dans le cas de patelle qu'on va voir. Donc ici, sur cette coquille, je ne peux pas parler du côté droit. Je ne peux pas parler du côté
gauche. Je ne peux pas parler du côté ventral, dorsal. Hein. Pourquoi, à votre avis? Tout simplement parce que chez les gastéropodes, surtout qui ont des coquilles hélicoïdales, donc il n'y a pas de symétrie. Il n'y a pas de symétrie. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez par exemple voir, est-ce qu'il s'agit par exemple ici d'une symétrie par exemple bilatérale ou bien radiaire? Là, je ne peux pas parler d'une symétrie ici. Il n'y a pas de symétrie. C'est la classe des gastéropodes. Elle forme un petit peu l'exception dans l'embranchement des mollusques. Parce que la première fois, on a dit pour l'embranchement des mollusques, en général, elles ont une symétrie bilatérale. Mais il y a un cas exceptionnel à l'intérieur de cet embranchement, c'est la classe des gastéropodes. C'est la classe des gastéropodes. Et à l'intérieur des gastéropodes, il y a aussi des exceptions. Par exemple, si on a un gastéropode avec une coquille plane et spiralée, comme ça, plane et spiralée, là je peux parler d'une symétrie. Il s'agit ici d'une symétrie bilatérale. Et aussi le cas de patella. Le cas de patella. Dans ce cas, je peux parler aussi d'une symétrie bilatérale. Le plan, il passe comme ça. Donc, je répète, pour la classe des gastéropodes, on a dit, il forme un peu l'exception à l'intérieur de l'embranchement des mollusques. Parce que les coquilles, surtout qui ont les formes hélicoïdales, ils n'ont pas de symétrie. Mais à l'intérieur aussi de cette classe, il y a des cas exceptionnels, par exemple patella, et bien sûr d'autres gastéropodes qui ont des formes planispiralées. Là, on peut parler d'une symétrie bilatérale. Ok ? Et vous voyez aussi, on a un autre critère, c'est l'enroulement de la coquille. L'enroulement de la coquille. Si vous voyez là, le genre patella, toujours il forme l'exception à l'intérieur de la classe, c'est que ici, la coquille il n'est pas enroulée. Ça, c'est ce qu'on appelle le chapeau chinois. Elle a une forme de chapeau chinois. Par contre, ici, on a une coquille qui est enroulée. Ok, donc pour les gastéropodes, surtout sur les commentaires, sur la fiche méthodologique de travail, vous allez, s'il s'agit d'une coquille hélicoïdale comme ça, vous allez mentionner qu'il n'y a pas de symétrie. Mais dans le cas par exemple de patella, ou bien une autre coquille d'un gastéropode qui a une coquille plane spiralée, là on peut parler d'une symétrie bilatérale. Voilà. Donc c'est tout pour les gastéropodes. Maintenant on arrive au dernier embranchement qu'on va voir, c'est l'embranchement des lophophoriens. Les membres, ou bien les caractères généraux de cet embranchement, les membres de l'embranchement des lophophoriens sont caractérisés par la présence d'un lophophore, qui est un appareil corné entourant la bouche et portant une couronne de cils ou de filaments qui servent à la nutrition. On les appelle lophophoriens tout simplement parce qu'ils ont cet appareil qui s'appelle, c'est un appareil corné qui s'appelle le lophophore, qui sert à la nutrition. L'embranchement des lophophoriens est représenté par plusieurs classes, dont deux présentent un grand intérêt paléontologique, c'est les brachiopodes et les bryozoaires. Donc dans l'embranchement des lophophoriens, il est composé de plusieurs
classes, mais c'est ces deux classes qui ont un intérêt paléontologique. Il s'agit des brachiopodes et des bryozoaires. Et nous, on va voir les brachiopodes. Parmi ces deux qui sont importantes en paléontologie, on va voir les brachiopodes. Voilà, la classe des brachiopodes. Les brachiopodes sont des animaux exclusivement marins, donc le milieu de vie c'est aquatique marin. Sessile, donc le mode de vie c'est épibenthique sessile, c'est-à-dire ils vivent fixés sur le fond marin. Ils n'ont pas la capacité de se déplacer. Ils ont une symétrie bilatérale. Et ils sont munis d'une coquille externe, calcaire ou bien chitinophosphatée, constituée de deux valves. Vous voyez là? Les brachiopodes aussi, ils ont une coquille formée de deux valves, de taille et de forme différentes. Ils n'ont pas, c'est-à-dire ces deux valves, ils ne sont pas identiques. Dans ce cas, on parle d'une coquille inéquivalve. On parle d'une coquille inéquivalve. Et regardez, même si la coquille des brachiopodes elle est constituée de deux valves, je ne peux pas les appeler des bivalves, parce que lorsque je dis bivalve, automatiquement je parle des lamellibranches. Mais ici, chez les brachiopodes, même si la coquille elle est formée de deux valves, je ne peux pas les appeler bivalves. On va voir pourquoi, tout simplement. Voilà, on va voir ça après. On a dit que la coquille elle est formée de deux valves qui ne sont pas identiques et qui sont différentes. Donc, je parle d'une coquille inéquivalve. Une valve ventrale et une valve dorsale. Je parle ici d'une valve ventrale et d'une valve dorsale. Ce n'est pas comme chez les lamellibranches. Je parle d'une valve droite et gauche. Ici, je parle d'une valve ventrale et dorsale. On parle donc d'une coquille inéquivalve. Voilà. La valve ventrale est la plus développée. La valve ventrale, c'est la plus grande. Et elle est presque toujours bombée. Voilà, sur l'image là, on a deux valves. Une, elle est plus grande que l'autre. La plus grande, c'est la valve ventrale. La plus petite, c'est la valve dorsale. Ok. La partie la plus étroite de cette valve correspond au crochet. Donc là, c'est le crochet. C'est la partie la plus pointue de la valve. Et généralement, ici, le crochet, elle est portée par la valve ventrale. Ce n'est pas comme chez les lamellibranches, chaque valve elle a son crochet. Ici, le crochet il est porté par la valve ventrale, la valve la plus grande. Le crochet, ce dernier, présente une perforation. Donc voilà, au niveau du crochet, on a une perforation. Il s'agit d'un petit tube. C'est le foramen. Du vivant de l'animal, ce foramen, elle permet le passage d'un pédoncule. C'est un organe servant à la fixation de l'animal. Vous voyez là, dans cette image ici, au niveau de cette perforation qui existe dans le foramen, c'est là où il passe un organe de fixation qui s'appelle le pédoncule. Et ce pédoncule, c'est un organe qui sert à la fixation de l'animal. Parce qu'on a dit, il a un mode de vie épibentique sessile. Il est fixé sur le fond marin. C'est pour cette raison que la valve ventrale est aussi appelée la valve pédonculaire. La valve ventrale, on peut l'appeler aussi valve pédonculaire. Pourquoi? Parce que c'est elle qui porte le crochet. Et c'est au niveau de ce crochet où il passe le pédoncule de fixation. C'est pour cela qu'on peut l'appeler valve pédonculaire. La valve dorsale, elle est toujours plus petite que la valve ventrale. Il est important de noter que le plan de symétrie bilatérale est perpendiculaire au plan d'ouverture. Ah, vous voyez là? Là, j'ai une coquille d'un brachiopode. Là, c'est le plan
d'ouverture des deux valves. C'est le plan d'ouverture des deux valves. Est-ce que ce plan d'ouverture il coïncide ou bien est lui-même le plan de symétrie de la coquille? Non, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a dit les deux valves, ils ne sont pas identiques. Donc, on a une petite valve, c'est la valve dorsale, et la grande valve, c'est la valve ventrale. S'ils ne sont pas identiques, automatiquement le plan d'ouverture, c'est-à-dire le plan qui passe entre les deux valves, ce n'est pas le plan de symétrie. Mais le plan de symétrie de la coquille, c'est un autre plan qui est perpendiculaire au plan d'ouverture. Hein? Voilà. Ici. Là, c'est le plan d'ouverture. Mais le plan de symétrie, c'est celui-là. Hein, qui est perpendiculaire au plan d'ouverture. C'est pour cette raison, tout simplement, que je ne peux pas appeler les brachiopodes des bivalves. Voilà. C'est la différence entre les lamellibranches. Les critères d'orientation d'un brachiopode. Comment je peux orienter un brachiopode, ou bien la coquille d'un brachiopode? Toujours en se basant sur des critères. Le crochet, ou bien le foramen, on a dit le foramen, le foramen c'est la perforation au niveau du crochet. Donc le crochet indique toujours le côté postérieur. Le crochet indique toujours le côté postérieur. Voilà. Donc ici, le côté en haut, c'est le côté postérieur. Pourquoi? C'est au niveau de, c'est là, c'est le côté où il existe le crochet. Le côté où il existe le crochet, c'est le côté postérieur. Et automatiquement, le côté opposé, c'est-à-dire en bas, c'est le côté, c'est antérieur tout simplement, c'est le côté antérieur. Vers le crochet, c'est le côté postérieur, le côté opposé, c'est le côté antérieur, c'est-à-dire l'avant. La valve ventrale, avec son crochet perforé, est évidemment placée dans le côté ventral. Donc, ici, la valve la plus grande, c'est celle vers la droite. Donc, le côté droit, c'est le côté ventral. Le côté droit, ici, vers la droite, c'est le côté ventral. Pourquoi? Parce que c'est le côté où il existe la valve, la plus grande valve, c'est la valve ventrale. Et automatiquement, la petite valve, la valve dorsale, elle existe sur le côté dorsal. Donc, si je orientais cette coquille, en haut, c'est le côté postérieur, c'est l'arrière. En bas, c'est le côté antérieur, c'est l'avant. Vers la droite, c'est le côté ventral, vers la valve ventrale. Et vers la gauche, c'est le côté dorsal. La commissure frontale opposée au crochet désigne le côté antérieur. Voilà, on vient de le dire. Donc, le côté opposé au crochet, c'est l'antérieur. Là, c'est le postérieur, là, c'est l'antérieur. Hein? Il ne faut pas confondre les brachiopodes avec les lamellibranches. Pour les lamellibranches, tout à l'heure, on a dit le crochet indique toujours le côté dorsal. Dorsal chez les lamellibranches. Mais chez les brachiopodes, c'est le côté postérieur. Voilà. Donc ici, ça c'est pour cette valve par exemple, si on veut l'orienter vers la droite, c'est le côté ventral, ici dorsal, ici postérieur, ici antérieur. Le plan de symétrie, on a dit, ils ont une symétrie bilatérale, mais le plan de symétrie c'est un plan qui est perpendiculaire au plan d'ouverture. Comparaison. Bien sûr, qu'est-ce que je vais comparer? C'est les brachiopodes avec les lamellibranches. Pourquoi? Parce qu'ils ont des points communs. Je peux confondre un brachiopode avec un lamellibranche. Donc, les brachiopodes présentent également une coquille bivalve. Voilà, une coquille formée de deux valves. Et peuvent être confondus avec les lamellibranches. Je peux les confondre avec les lamellibranches.
Mais en se basant sur 3 critères, je peux les séparer nettement. Comment je peux différencier entre un brachiopodes et un lamellibranche? Le plan de symétrie bilatérale, le plan de symétrie, bien sûr bilatéral, le plan de symétrie bilatérale, elle est parallèle à l'ouverture à l'ouverture des deux valves chez les lamellibranches. Le plan de symétrie chez les lamellibranches, c'est lui le plan d'ouverture. Ou bien, mathématiquement, on dit parallèle. Les deux plans, ils sont parallèles. Mais ces deux plans d'ouverture et de symétrie, ils sont perpendiculaires chez les brachiopodes. Je répète. Le plan de symétrie parallèle à l'ouverture des deux valves chez les lamellibranches, elle est perpendiculaire au plan de séparation des deux valves chez les brachiopodes. Ça, c'est le premier critère. Et c'est le plus important. C'est le plus important. Deux valves, les dents et les fossettes sur chaque valve chez les lamellibranches. Chez les lamellibranches, on trouve des dents en relief, les fossettes sur chaque valve. Chaque valve, elle a ses dents et là ses fossettes. Contrairement aux brachiopodes qui présentent une valve avec des dents, c'est la valve ventrale, et l'autre avec des fossettes, c'est la valve dorsale. Ok? Chez les lamellibranches, chaque valve elle a ses dents et ses fossettes. Mais chez les brachiopodes, la coquille, ou bien la valve ventrale, c'est elle qui porte les dents, et la valve dorsale, c'est elle qui porte les fossettes. Le troisième critère, la présence d'un foramen permettant le passage d'un pédoncule de fixation chez les brachiopodes et absence de pédoncule chez les bivalves, ou bien chez les lamellibranches. Chez les brachiopodes, on a un foramen qui, bien sûr, c'est le tube au niveau du crochet qui permet le passage d'un pédoncule de fixation. Tout simplement parce que les brachiopodes, ils ont un mode de vie épibenthique sessile, élevé fixé sur le fond. Par contre, les lamellibranches, elles se déplacent. Elles se déplacent sur le fond marin. Donc, ce sont les critères pour séparer ou bien pour différencier entre les lamellibranches et les brachiopodes. Donc voilà, c'est tout pour cette séance. Je vous remercie.